Bonjour à tous, juste avant de commencer, un petit message pour vous dire que j'ai enfin créé une boîte mail, donc si des personnes veulent me contacter, ça va être beaucoup plus simple. Et j'ai aussi fait un Snapchat, mais je vous en dis un petit peu plus à la fin du sujet. Sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, on va enfin parler d'une drogue légale, que vous en avez peut-être déjà sûrement croisé dans certaines boîtes de nuit, dans des soirées médecine, ou encore en warehouse et free party. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est pas mal utilisé dans l'industrie. On peut le retrouver dans le domaine médical comme agent anesthésique, on le retrouve également dans certains aérosols en tant que gaz propulseur, mais si je vous en parle, c'est pour ses effets sur le corps humain. Le protoxyde d'azote, c'est un dissociatif. Les dissociatifs sont compris dans la famille des drogues hallucinogènes. Et ils ont comme particularité la distorsion de la perception sensorielle. La perception sensorielle, c'est la perception immédiate de tout ce qui nous entoure. Et cette perception, elle est guidée par nos 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais ce n'est pas tout. Les dissociatifs ont surtout comme particularité, attention accrochez-vous bien, la déconnexion ou le détachement de l'être avec son environnement. Donc l'impression de ne plus être rattaché au monde qui nous entoure. Ce qui est déjà un petit peu compliqué à concevoir et c'est normal, mais ce n'est pas encore fini. Cette déconnexion peut aussi se produire entre la personne et son propre corps. Donc, un détachement complet du monde ainsi que de sa propre enveloppe charnelle. Je vais vous donner un exemple très simplifié. Pour visualiser un exemple extrême, et je précise bien extrême, de déconnexion, il faudrait imaginer que l'environnement disparaisse, donc tout ce qu'il y a autour de vous, que le corps disparaisse également, et qu'il ne reste plus que la conscience se trouvant dans une sorte de dimension où l'environnement ou encore le corps ne seraient finalement plus que des concepts appartenant à une autre réalité. Bon, ça c'est la particularité des dissociatifs. Pour en revenir au protoxyde d'azote, eh bien il appartient à cette catégorie de drogue, mais il est très loin d'être le plus puissant. Chez les dissociatifs, on a par exemple le DXM ou encore la kétamine, qui sont à un tout autre niveau. Mais là où je veux en venir, c'est que même si ce n'est pas le plus puissant et qu'il est légal, c'est toujours la même histoire, il ne faut pas le sous-estimer, mais on va en reparler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même faire un petit bond dans le passé pour parler un peu de l'origine du protoxyde d'azote. Tout d'abord Joseph Priestley qui l'a découvert en 1772, mais les propriétés euphoriques du gaz ont été découvertes qu'en 1798 par Humphrey Davy, qui a tout simplement testé le gaz sur lui-même. Peu après ces découvertes, la première utilisation du proto dans la société se fera en tant que gaz hilarant au sein des foires de l'époque. Mais je reviendrai sur le terme hilarant un peu après. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on croise du protoxyde d'azote, c'est souvent sous le nom de proto. On a aussi N2O qui est sa formule chimique, nitrosoxyde du côté des Américains, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, le gaz hilarant. Alors, comment ça se présente? Le plus souvent, on va le trouver en tant que cartouche à siphon, l'objectif étant d'extraire le gaz de ces cartouches dans un ballon pour ensuite pouvoir inhaler le N2O se trouvant à l'intérieur. Pour ça, il y a deux options. On a le classique réservoir chantilly sur lequel se trouve un emplacement spécial pour la cartouche qui, une fois fixé, libérera le N2O qui pourra ensuite être propulsé dans un ballon placé sur l'autre extrémité du réservoir. Pour la deuxième option, il faut avoir à disposition un cracker. C'est un petit objet de forme cylindrique dans lequel on va venir poser la cartouche ainsi qu'un ballon à l'extrémité du cylindre. Et là c'est un petit peu le même principe, on resserre les deux extrémités pour ouvrir la cartouche et libérer le protoxyde d'azote dans le ballon. Il faut savoir qu'à sa libération, le gaz est à très basse température et il pourrait engendrer des brûlures au niveau de la bouche, de la gorge et des poumons s'il est directement inhalé. Sans parler du fait qu'une trop grande quantité de gaz propulsée directement dans vos poumons pourrait engendrer une asphyxie, d'où l'intérêt du ballon, mais on reviendra sur l'ensemble des risques en troisième partie de vidéo. Je vais décomposer la partie effet en deux parties. On va déjà parler des effets du N2O sans aucune autre substance, et ensuite on parlera du N2O en combinaison avec d'autres drogues, parce qu'en réalité c'est surtout pour ça qu'il est utilisé par les consommateurs. Il faut environ 10 secondes après l'inhalation pour ressentir l'arrivée des effets, et leur durée est variable. Ils ne dureront qu'une vingtaine de secondes pour une petite bouffée, jusqu'à 5 voire 7 minutes maximum pour une respiration prolongée du gaz, évidemment entrecoupée de respiration d'oxygène pour limiter les risques d'asphyxie. Pour ce qui est des effets, ça ressemble un peu à une sorte d'ivresse, un petit peu comme quand on est sous alcool, ça peut influencer votre humeur et ça peut aussi provoquer un état d'euphorie. Mais attention, ce n'est pas garanti, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de son nom de gaz hilarant. On peut aussi avoir des distorsions auditives. Alors, ça reste quand même assez léger, c'est pas non plus très prononcé comme certains hallucinogènes, mais on peut avoir une impression de bruit un peu étouffé, comme en apnée. Il y a aussi la possibilité d'avoir des distorsions visuelles.
Bon, encore une fois, faut pas exagérer, ça reste très soft, mais on peut avoir des sortes d'effets de flou, ou encore la vision qui comprime ou qui étire légèrement le paysage. Mais encore une fois, c'est pour les grosses inhalations, et visuellement, c'est pas vraiment très puissant. Maintenant, parlons un peu de ce qui peut se passer lorsqu'on le combine avec d'autres drogues. Alors attention, cette partie, c'est pas du tout pour vous présenter les meilleures combinaisons. C'est surtout pour vous montrer qu'il faut justement pas en abuser avec certaines substances. Je vais quand même apporter quelques précisions. 80% de mes expériences sont faites du côté des drogues hallucinogènes. Donc je vais principalement parler des combinaisons avec cette catégorie de substances. Et pour ce qui est des mélanges à risque, j'en parlerai dans la troisième partie de la vidéo. Donc, d'une façon générale, le protoxyde d'azote va énormément potentialiser les autres substances, ce qui veut dire qu'il va augmenter leurs effets. De plus, les effets du proto vont également s'additionner. Je parle souvent de la montée des effets dans mes vidéos. Eh bien, il faut savoir que la prise de protoxyde d'azote peut procurer une sorte de deuxième montée. On pourrait aussi appeler ça un boost. Et ce boost peut faire arriver l'usager à un trip de niveau supérieur. Je vais m'expliquer en vous donnant plusieurs exemples. Certains vont sûrement être difficiles à comprendre si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir réexpliquer les mêmes termes à chaque fois, sinon on va jamais s'en sortir. Deuxième précision, je vais prendre des cas un peu extrêmes pour que vous puissiez comprendre l'impact que peut avoir le protoxyde d'azote dans un trip. Donc, premier exemple, un trip de kétamine assez fort mais qui de base n'est pas censé mener le consommateur dans un état ingérable, eh bien, dans cette situation, le proto peut être l'élément déclencheur d'un K-Hall. Deuxième exemple, un plateau 3,5 de DXM peut être boosté à un début de plateau 4 pendant quelques instants. Troisième exemple, une prise de proto pendant un trip de LSD peut déclencher des effets qui ne seraient pas forcément atteignables avec la dose de base, comme par exemple une synesthésie. Quatrième exemple, sous DMT, une inspiration de proto peut complètement décupler les effets visuels à des niveaux extrêmes. Alors, les exemples que je viens de donner sont évidemment des possibilités. J'ai pris des extrêmes, mais c'est justement pour montrer qu'on peut être dans un certain palier d'effets et être complètement propulsé dans un autre, qui peut être difficile à gérer, comme les effets du plateau 4 sous DXM, d'un K-Hall sous kétamine, ou encore des hallucinations extrêmement puissantes sous DMT, qui peuvent être vraiment assez impressionnantes. Comme je disais tout à l'heure, lorsque le gaz est expulsé, il est très froid. Donc il faut éviter tout contact, que ce soit avec les mains ou encore avec la bouche, pour éviter les brûlures. Et il faut aussi passer par l'intermédiaire d'un ballon. Bon, il y a un truc qu'on voit assez souvent, c'est les personnes qui respirent continuellement dans le ballon sans reprendre de bouffées d'air. Alors c'est vrai qu'on voit rarement des personnes s'asphyxier avec du proto, mais le risque existe quand même. Et des fois on a même des ballons qui sont chargés avec 2 capsules. Donc évidemment, il ne faut pas oublier de reprendre des bouffées d'air de temps en temps. On entend souvent qu'il peut y avoir des risques de chute après avoir inhalé du proto. Bon, je sais que c'est le genre de truc auquel personne ne fait gaffe, mais personnellement ça m'est déjà arrivé. Je suis pas non plus tombé comme une planche, mais faut quand même le savoir, donc si vous êtes déjà en perche et que vous pouvez vous poser, ça fait pas de mal. Autre chose, la combinaison avec l'alcool, c'est pas vraiment une bonne idée. Ça peut donner quelques nausées, et après évidemment c'est pas non plus garanti, mais il y a des chances que ça vous arrive si vous êtes bien alcoolisé. Maintenant on va parler de ce qui peut se passer si on exagère les inhalations. Alors je précise que je vais parler de phénomènes qui peuvent se produire avec des personnes capables d'enchaîner un paquet de ballons. Donc c'est pas très étonnant, mais on peut avoir des pertes de conscience. Il y a aussi la possibilité de faire un arrêt cardiovasculaire. Et pour ce qui est des utilisations fréquentes de proto, ça peut déboucher sur une carence en vitamine B12 qui, à l'excès, peut entraîner des affections de la moelle épinière. Voilà, donc c'est vrai que c'est légal et qu'on peut le trouver partout, etc. Mais je pense personnellement qu'à partir du moment où on le combine avec notre drogue, il faut vraiment savoir où on va pour pas se faire surprendre. Voilà, c'est la fin du sujet. Pour ceux qui sont encore là, partez pas tout de suite, j'ai 2 petites infos à vous donner. Tout d'abord, j'ai créé une boîte mail. Alors, j'en ai parlé il y a quelques mois, mais s'il y a des artistes dans le domaine du psychédélisme, que ce soit des vidéos, des peintures, de la musique, enfin, peu importe, ou même des personnes qui ont envie de lancer leur propre chaîne YouTube, donc pareil, évidemment axé sur la drogue, mais évidemment avec un côté RDR, et que le projet est cool, je le partagerai avec plaisir. Deuxième information importante, j'ai créé un compte Snapchat. Donc faut savoir qu'à la base il était fait pour poster des trucs un petit peu tranquilles et prévenir quand je partais en rave, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui avaient vécu des bad trips et qui s'en étaient mal remis, qui avaient des crises d'angoisse, etc. Évidemment, je suis pas du tout médecin et je suis très loin d'être une des personnes qui a le plus morflé à cause des bad trips, mais je me suis reconnu dans certains de vos messages, donc si je peux en aider quelques-uns et du moins les rassurer, c'est avec grand plaisir. Sur ce, c'est tout pour moi, on se dit à la prochaine, ciao.